Que se passe-t-il en Angleterre? D'un bout à l'autre du pays, les citoyens s'engagent dans des émeutes massives et déconcertantes. Le plus troublant, c'est que plusieurs personnes ignorent pourquoi elles se révoltent ainsi. Après coup, certains s'arrêtent sur une hypothèse. C'est curieux, puisque nous ne savons pas vraiment ce qu'est l'ennui. Peut-être devrions-nous le définir. On éprouve tous de l'ennui. C'est peut-être pourquoi on n'étudie pas davantage. Les recherches sur l'ennui sont limitées. C'est un nouveau domaine. Nous en savons peu sur le sujet. De plus, la crédibilité de l'expert mondial sur l'ennui semble douteuse. Qui est-il? D'où vient-il? Manifestement, quelque chose nous échappe. C'est justement pour ça que je suis là. Je m'intéresse à ce qu'on tient pour acquis. Je réalise des documentaires sur des thèmes parfois si évidents qu'on ne les remarque pas, comme la stupidité, le rire et même l'ennui. J'ai commencé à y songer dans une salle d'attente où tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon iPhone. C'est alors que j'ai éprouvé une sensation très étrange, l'ennui. Qu'est-ce que c'est? Qu'en est sa source? Quel est son impact? Dans les faits, personne ne le sait. J'ai été surpris que l'ennui soit si peu répertorié, car sans exception, tout le monde semble en éprouver. C'est pour ça que j'ai tenté de trouver une définition précise de l'ennui. Et pourquoi pas? Mais par où commencer? The Boring Institute, l'Institut de l'ennui, bien sûr. À environ 1 heure de la ville de New York, se situe le siège social de l'institut le plus cité quant au sujet de l'ennui. Mais il s'avère que l'Institut de l'ennui n'est qu'un appartement dans une banlieue du New Jersey. Alan Karuba, le porte-parole principal de l'organisme, en est le seul employé. Pourquoi avez-vous fondé cet institut? Au départ, c'était pour rigoler. Un jour, je me sentais plutôt taquin, alors j'ai décidé de publier une liste des personnalités les plus ennuyeuses de l'année. Elle était somme toute prévisible. Nous en savons tous beaucoup plus qu'on le souhaiterait sur Lindsay Lohan. Je l'ai vraiment fait pour m'amuser. Je rédige surtout des communiqués de presse. Mais cette liste a fait le tour du monde. Du Royaume-Uni au Japon, en passant par le Pérou, j'en ai conclu que le sujet intéressait les gens. Et j'avais raison. Je n'aurais jamais pensé que l'ennui était une condition si répandue globalement. Au fil du temps, je dirais que j'ai réalisé que les conséquences de l'ennui étaient même dangereuses. L'ennui peut être mortel. Certains se suicident parce qu'ils s'ennuient. À cette époque-là, on me posait plusieurs questions sérieuses à ce sujet. Et je n'avais aucune réponse. Grâce à la notoriété des célébrités qui figuraient dans sa liste de personnalités ennuyeuses, et puisqu'il n'y avait pas vraiment d'autres experts en ennui à ce moment-là, Alan Karuba et son institut ont soulevé l'attention de médias internationaux. Partout dans le monde, les journalistes tentaient de dévoiler les conséquences sérieuses de l'ennui. Quel est l'impact de l'ennui sur le mariage, l'école et tous les autres aspects de la vie? Voilà le problème. La seule chose qu'on savait vraiment sur l'ennui, c'est qu'on en savait très peu. Mis à part le fait qu'il présentait des dangers. Alors voilà, l'Institut de l'ennui n'est pas une autorité crédible. On n'y trouve aucun expert en ennui, juste un homme et son cigare. Avec le temps, je suis devenu l'unique expert dans le domaine. Saturday night, we look alright. We're going out, boring. Paris, France, London,
Je crois que j'ai un problème. J'ai perdu mon iPhone. Et depuis ce temps, j'ai remarqué que quand je suis dans une salle d'attente, ou à bord de l'autobus, ou du métro, je m'ennuie constamment. Je n'ai rien à faire. J'ai l'impression de devenir fou. Quand j'ai perdu mon iPhone, j'ai constaté qu'initialement, j'essayais de le sortir de ma poche toutes les 10 secondes. Je le cherchais sans cesse. Ne pouvant m'en servir, j'ai compris que je vivais des symptômes de sevrage. En marchant dans la rue, je le cherchais dans mes poches. Dans l'autobus, c'était pareil. Et quand je faisais la file à la banque, je le cherchais aussi. Ma frustration de ne pas l'avoir m'a fait comprendre que j'en étais devenu dépendant. Un institut britannique prétend que les téléphones intelligents vont éliminer l'ennui. On croit que l'ennui n'est plus tout à fait comme avant. Les appareils portables nous permettent maintenant de combattre l'ennui peu importe où on se trouve. Par exemple, quand on fait la file dans un magasin ou en se rendant au travail. Auparavant, ces moments-là auraient été des temps morts. On n'avait pas vraiment les moyens de les combler efficacement. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On fait nos transactions bancaires à distance. On peut occuper son temps avec des activités réellement productives. Dans les faits, l'omniprésence des téléphones intelligents peut nous porter à croire que l'ennui n'existe plus. Cela dit, les experts en ennui semblent dire le contraire. Non, c'est faux. On s'ennuie plus que jamais. Voilà le paradoxe. On a plus d'options de divertissement qu'à n'importe quelle époque. Comme vous le dites, ça va au-delà de la télé. Il y a les consoles de jeux, Facebook et tous les médias sociaux. On croirait qu'on a tout ce qu'il faut pour ne plus s'ennuyer, et pourtant, paradoxalement, on semble s'ennuyer plus que jamais. L'ennui est-il plus ou moins répandu qu'auparavant? On gagnerait à le savoir, puisque certains prétendent que l'ennui peut être mortel. Une étude récente, menée auprès de quelques milliers de fonctionnaires britanniques, a semé l'émoi, car elle suggérait une corrélation entre l'ennui et une mort hâtive. Depuis les années 80, je mène une étude dans laquelle on suit des milliers de fonctionnaires. Un jour, alors que je révisais le premier sondage qu'on avait envoyé à nos sujets, une question qui portait sur l'ennui a retenu mon attention. Je me suis demandé si on devait s'attarder au sujet de l'étude décédée depuis pour voir le lien entre les niveaux d'ennui et le taux de mortalité. On a donc analysé les données et on a trouvé que ceux qui disaient s'ennuyer le plus avaient 2 fois plus de chances de mourir que ceux qui disaient ne jamais s'ennuyer. Ça nous a fascinés, alors on a cherché à publier nos trouvailles, mais sans trop les prendre au sérieux. Les médias ont fortement réagi. Mon téléphone sonnait sans cesse. Des journalistes des 4 coins du monde voulaient m'interviewer. On en a parlé dans les médias ici et à l'étranger, et à ma grande surprise, on nous a même cités sur les ondes de CNN. De toute évidence, le public aimerait bien savoir si l'ennui est mortel ou non. Avant, on croyait que l'ennui n'était qu'une lassitude banale. Mais l'expérience de l'ennui existe probablement depuis la nuit des temps. La notion est peut-être liée à celle de l'assédie, le 8e péché capital, soit de se laisser distraire à l'église. Le mot « ennui » a été publié pour la première fois en 1852, dans un roman de Charles Dickens, La Maison d'Âpre Vent, une œuvre qui traite d'un conflit juridique interminable. Mais c'est au cours du XXe siècle que le concept de l'ennui prend de l'importance. Certains métiers, ainsi que des activités et des endroits sont décrits comme ennuyeux. Même les gens peuvent l'être. Personne n'aime se faire traiter d'ennuyeux. La science de l'ennui est encore jeune, mais on dit que la perception de l'ennui serait une question d'opinion. L'ennui semble respecter des lois universelles. À la base, on dit que c'est le résultat d'un environnement non stimulant. La deuxième règle propose que la répétition soit un facteur aggravant. Le cerveau humain n'est pas spécialement adapté aux événements répétitifs. Quand le cerveau reconnaît qu'il est dans un tel contexte, il se désintéresse, tout simplement. La troisième règle, c'est la vigilance. Par exemple, si on doit se concentrer sur une tâche non stimulante, prévisible et répétitive, comme remplir un formulaire, produire une déclaration de revenus ou s'occuper de la comptabilité. C'est encore pire si elle exige une attention soutenue.
La dernière décennie a permis une nette évolution de la recherche sur l'ennui. Avant, on croyait que lorsqu'une personne s'ennuyait, ça la ralentissait et lui donnait sommeil. Mais, quand les IRM se sont sophistiqués, les scientifiques ont pu analyser des cerveaux vivants et ils ont fait une découverte surprenante. Les cerveaux qui s'ennuyaient ne ralentissaient pas, au contraire, ils s'activaient. Cette accélération est intéressante parce qu'elle mène vers une deuxième découverte importante sur l'ennui. L'ennui déforme le temps. Alors que les cerveaux qui s'ennuient s'activent, le temps semble ralentir. On remarque que lorsqu'on éprouve de l'ennui, on a tendance à surestimer le temps. On a l'impression que le temps passe très lentement. Plus on s'ennuie, plus on trouve que le temps passe lentement. Dans le passé, plusieurs étaient d'avis que l'ennui était contrariant mais inoffensif. Une nouvelle étude de l'université de Waterloo risque de réfuter cette croyance. C'est là que sont nos sujets. Une équipe de neuroscientifiques de l'université de Waterloo ont créé une salle de l'ennui, dans laquelle les sujets devaient systématiquement s'ennuyer. Installés dans le fauteuil de l'ennui et munis de détecteurs, on leur diffusait une série de vidéos ennuyeuses. Dans un des clips, des personnes étendaient leur lessive et presque tout le monde s'est ennuyé en le visionnant. Les scientifiques ont alors prélevé du sang et pris la température de la peau ainsi que la fréquence cardiaque de leur sujet. La fréquence cardiaque des participants était plus élevée durant la diffusion de la vidéo inintéressante que celle d'une autre vidéo. C'était léger mais marqué. La hausse de fréquence cardiaque était fascinante, certes, mais en comparant les prises de sang, les chercheurs ont fait une découverte. L'hormone du stress, le cortisol, était marqué. Après le visionnement de la vidéo, les taux de cortisol étaient nettement plus élevés que lorsque les participants voyaient la vidéo triste. Le cortisol est une hormone qui reflète le niveau de stress. En gros, quand quelqu'un s'ennuie, quand la personne voit quelque chose qui l'embête profondément, elle s'agite. Ce n'est pas une expérience qu'on peut tolérer très longtemps. C'est comme si le cerveau et l'organisme entier disaient « Cette activité ne me suffit pas, je veux passer à autre chose. » Donc, de l'extérieur, l'ennui paraît comme un état somnolent, mais en définitive, il s'agit d'un état de stress. Les taux élevés de cortisol sont dommageables. Le risque d'obésité et des maladies cardiaques augmente. Les os s'amincissent, la tension artérielle augmente. Ça provoque aussi de la fatigue et ça détériore les muscles. Rien de bien ne résulte d'un taux chroniquement élevé de cortisol. L'ennui n'est pas sans danger. Dans les milieux professionnels et dans la société, ses conséquences sont terribles. Je l'appelle le nouveau stress. C'est le stress des temps modernes. Prouvait plus que de l'ennui, j'étais stressé. Je stressais parce que je m'ennuyais. C'était particulièrement stressant puisque l'ennui est une source de stress en soi. C'était terrible. Si l'ennui est une source de stress, son impact sur la société doit être palpable. Espérons qu'il y ait peu d'endroits où on s'ennuie de façon chronique. D'après l'Institut de l'ennui, il y a un endroit où on n'y échappe pas, l'école. Quand on y pense, il s'agit d'enfants qui débordent d'énergie et de curiosité. Et on les oblige à s'asseoir à la même place pendant des heures et des heures et des heures. Ils sont régis par une horloge et la cloche. Au son de la cloche, ils passent au prochain cours et quand elle sonne à nouveau, ils changent de classe. Et les professeurs tentent chacun à leur tour de leur remplir la tête d'informations appropriées, prédéfinies et autorisées. Il n'y a rien de plus ennuyeux. L'Institut de l'ennui aurait-il raison? L'éducation serait-elle généralement monotone? Que se passe-t-il quand on la définit comme ennuyeuse? Le résultat a été assez dramatique dans le cas de Gianmarco Tromboli, un jeune garçon de 11 ans. C'est l'automne 2007 à Mississauga, une ville canadienne en banlieue de Toronto. Gianmarco a gagné le prix du meilleur discours de sa classe. L'année scolaire commence et un nouveau concours est lancé. Les enfants doivent choisir un sujet. En regardant les élèves autour de lui, Gianmarco trouve qu'il semble s'ennuyer et décide d'écrire ce qu'il en pense. Il fait quelques recherches et rédige son texte. Le titre, L'ennui.
On dirait que je vais exploser. Quelque chose doit changer. J'étouffe. Il faut que je sorte d'ici. J'ai besoin d'excitation. Je veux faire autre chose. Au moment de faire son exposé oral, on lui demande de se rasseoir. Puis, la parole est donnée aux autres élèves de sa classe. Il n'aura pas le droit de participer, on l'envoie même chez la directrice. C'est alors qu'une série d'événements s'enclenche. J'étais au travail et ma femme m'a appelé pour me dire que John Marco n'avait pas pu présenter son exposé sur lequel il avait tant travaillé et qu'il avait passé tout l'après-midi au bureau de la directrice. Ça m'a contrarié parce qu'on avait vu son brouillon. Et il avait eu l'accord de son professeur. Ce n'est que le jour même qu'on lui a interdit de lire son texte. On s'est tout de suite dit que quelque chose ne tournait pas rond. En rentrant, ma femme m'a dit que la directrice, Madame Devlin, nous convoquait le lendemain dans son bureau. Elle nous a déclaré que les propos qu'il avait tenus étaient un manque de respect envers le professeur et que si Marco le voulait, il pouvait modifier son texte pour obtenir une note, mais qu'il avait perdu la chance de faire son exposé. Là, dans le bureau de la directrice, on a demandé à Marco s'il souhaitait modifier son texte. On lui a laissé le choix. Il nous a répondu que non. Dès lors, on n'arrêtait pas de recevoir des avertissements de l'école. On nous disait qu'il allait se faire expulser. Ça a fait l'objet d'un article dans le journal local. Et le lendemain, donc le lundi, John Marco a fait les manchettes du National Post. John Marco n'a jamais pu faire son exposé à l'école, mais son texte a été publié dans un journal national. J'ai lu un article dans le journal qui parlait d'un enfant qui avait écrit un texte sur l'ennui et qu'à cause de cette rédaction, on lui avait demandé de quitter l'école. Je me suis reconnue. J'avais vécu la même chose à l'âge de 10 ans. Un jour, ma professeure nous a dit qu'on allait faire des compositions orales spontanées et elle m'a fait commencer ma rédaction par la lettre B. Le seul mot qui m'est venu à ce moment-là, c'était « bruit ». Et ça m'a fait penser que les enfants font du bruit à l'école quand ils s'ennuient. Quand mon tour est venu, j'ai pris la parole. J'ai dit que quand les enfants arrivent en cours, ils sont très contents et motivés, mais que parfois, ils font du bruit parce qu'ils s'ennuient. Je ne pense pas que j'ai eu la chance de dire plus que ça, car tout à coup, j'ai entendu « C'est assez !» La professeure s'est mise à circuler dans la classe en disant « Les enfants, dites-moi ce que vous pensez de ce que Helen vient de dire. » Un élève a levé la main et le professeur lui a accordé la parole. Il a dit qu'il était plutôt d'accord avec ce que j'avais dit. J'ai tout de suite été convoqué chez la directrice. Elle m'a dit qu'elle était très déçue de moi. Elle n'arrivait pas à le croire. Elle m'a dit que je serais renvoyé de l'école et que j'aurais l'interdiction de revenir tant que je n'aurais pas vu un psychologue et que ce dernier n'aurait pas dit à mes parents que j'étais prête à revenir. Même si elle s'est fait renvoyer de l'école pour avoir dit que les enfants s'ennuient parfois, aujourd'hui, Helen Warner est une oncologue de renommée à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. C'est vrai, l'école est l'authentique institut de l'ennui. Cet homme est visiblement dérangé. Mais aurait-il raison? De façon non délibérée, l'école serait-elle une usine à ennui? Un lieu où l'on fabrique l'ennui? Si l'on tentait de mettre sur pied un institut ennuyeux, comment s'y prendrait-on? D'abord, il faudrait réveiller les enfants tôt le matin. Ensuite, on les presserait pour se rendre dans une grande structure industrielle aliénante. Selon les règles de l'ennui, on doit plonger les sujets dans un environnement non stimulant. Cette experte prétend qu'en pratique, les enfants sont privés de stimulation dès qu'ils mettent les pieds à l'école. Dès que les enfants commencent l'école, la première règle qu'on leur impose est très claire. Vous devez être silencieux. Même si des études récentes suggèrent que l'humour stimule plusieurs régions du cerveau, à l'école, les blagues ne sont pas les bienvenues. C'est clair que le rire n'a pas sa place dans la plupart des classes. Pour s'ennuyer parfaitement, le plaisir doit être éliminé. À l'école, le jeu, qui est sans doute l'essence même de l'enfance, est presque complètement interdit. On le permet seulement à la récréation. Avec le temps, le jeu se transforme en une activité d'élite, le sport. Et la majorité des enfants se voient mis de côté. Pour être véritablement ennuyeux, les systèmes scolaires misent sur la répétition. Les curriculums scolaires sont fondés sur l'apprentissage par la répétition.
et c'est la seconde règle de l'ennui. Des variations grammaticales quasi infinies et des exercices mathématiques sans fin qui s'étendent souvent sur plus d'une décennie. Les enfants sont isolés et mis en compétition les uns contre les autres dans une panoplie d'examens, de notes et d'évaluations. Durant des centaines de milliers d'années, les humains étaient des êtres physiquement actifs, mais soudain, quand on a instauré la scolarité obligatoire, on les a sédentarisés. À la fin de la journée, je suis fatiguée d'être assise. Et je trouve ça bizarre parce qu'on ne devrait pas être fatigué si on ne bouge pas. En m'assoyant toute la journée à l'école, je dirais que j'excelle surtout dans l'art de tenir en place. C'est ce qu'on m'a surtout appris. Qui a dit qu'on pouvait seulement apprendre si on savait comment rester assis? Pourquoi doit-on absolument s'asseoir derrière un pupitre pour apprendre à lire et à écrire? Dès le primaire, on se fait disputer quand on se lève. Et tout au long de nos études primaires et secondaires, on vit la pression sociale que c'est bien de s'asseoir, parce que tout le monde le fait. Je crois que ça pousse les gens à s'asseoir, sans se poser de questions, même si ça les tue. Quand on est constamment assis, l'activité cérébrale ralentit. C'est possiblement mortel. Des études récentes démontrent que la culture sédentaire est à l'origine de 35 maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, le cancer et la dépression. Malgré l'accumulation d'épreuves, la sédentarité semble s'aggraver. Et c'est probablement parce que l'utilisation des ordinateurs ne cesse de croître. Depuis qu'on a fait ce constat, on a mené toutes nos entrevues debout. D'après un neuroscientifique américain, quelque chose de très précis se produit chez presque tout le monde dès qu'on cesse de bouger. L'une des régions du cerveau se nomme le cervelet. C'est juste là, à l'arrière du cerveau. Il régit le mouvement. Quand l'on est sédentaire, la circulation sanguine diminue dans le cervelet. Mais il a un impact sur la région préfrontale, celle qui se situe juste derrière le front et qui gère l'attention, la concentration, le jugement, le contrôle des impulsions, la réflexion et l'organisation. Plus on s'assoit, surtout si l'activité suit une certaine et qu'elle ne présente pas beaucoup de nouveautés ni d'intérêt, plus l'activité du cervelet diminue. La personne luttera pour rester éveillée, alors l'enfant ou l'adulte aura du mal à apprendre. La personne arrivera seulement à extirper son cerveau de l'ennui en bougeant. Voici la trappe. Selon une nouvelle étude, le système scolaire tente fondamentalement de contrôler, de réduire, voire d'éliminer le plaisir et le jeu, bien que ceux-ci servent d'alliés précieux de l'apprentissage. Une étude de l'université Lethbridge au Canada démontre que les rats privés de jeu ont de mauvaises capacités d'adaptation sociale, des systèmes immunitaires affaiblis et moins d'intelligence. Le jeu non structuré lui-même pourrait offrir une croissance neurologique optimale. Le cerveau des enfants pourrait alors grandir davantage durant la récréation qu'en classe. Pourquoi mettre 30 enfants dans une classe? À quoi servent les pupitres? Les enfants devraient-ils s'asseoir? Ce n'est qu'un modèle désuet. 150 ans plus tard, pourquoi utilisons-nous encore le même modèle physique? C'est le modèle industriel. Aucune étude pédagogique ne soutient ce modèle. Aucune. Les enfants passent au moins 12 ans à l'école à combattre une tendance naturelle de se concentrer seulement 20 à 30 minutes à la fois. Les professeurs s'ennuient parce qu'ils sont coincés dans le même curriculum que les enfants. Je m'ennuie à m'en arracher les ongles. Je pourrais tuer quelqu'un. Je m'ennuie tant que je me tirerais une balle. Je m'ennuie tellement que je pourrais... Les élèves s'ennuient à ce point parce qu'on a conçu une structure qui engendre automatiquement l'ennui. Qui s'ennuyait au secondaire? Le système scolaire est si abrutissant qu'on accueille volontiers tout ce qui promet de nous divertir pendant 1 heure ou plus. On associe souvent l'idée de lire un livre avec l'école. Alors on a rarement le réflexe de le faire. À cause de l'obligation de s'asseoir,
la répétition et la répression du jeu, on pourrait très bien conclure que notre système scolaire est une réelle usine à ennui. L'ennui, quant à lui, serait un état de stress. Or, une étude récente sur le stress prolongé stipule qu'il pourrait mener à la diminution de la taille du cerveau. Peut-on s'ennuyer sans s'en apercevoir? Durant les années 30, le psychologue new-yorkais Joseph Barmack a publié une série d'études sur les effets stimulants de certaines drogues lors de tâches répétitives. Il a découvert qu'en donnant des amphétamines aux travailleurs, leur corvée leur paraissait moins fastidieuse. Le problème était que les amphétamines rendaient les gens fous. Elles causaient même la mort. Il a trouvé une autre substance qui offrait les mêmes bienfaits sans produire des effets non désirables si dangereux. Cette substance, c'est la caféine. L'une des raisons pour lesquelles la vie moderne urbaine semble si excitante, c'est qu'on est souvent plongé dans des foules. En observant les gens qui se déplaçaient parmi la foule, soit dans la rue, le métro ou ailleurs, j'ai remarqué que personne n'avait vraiment l'air de vivre le moment présent. Ils ne sont pas réellement là. Ils sont constamment préoccupés par le passé ou le futur. Ils sont perdus dans leurs pensées, coincés dans leur tête. Ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Ils n'entendent pas les bruits, par exemple, les voitures en circulation et le murmure des gens qui parlent. Ils ne remarquent pas les oiseaux ni le ciel. Ils sont perdus dans leurs idées, ils se rendent du point A au point B en tentant de réduire le moment présent, puisqu'il n'est qu'un moyen d'arriver au but. Il y a des gens partout et personne ne se voit. Durant l'enfance, la plupart de notre temps se passe à l'école. Les pupitres, l'écriture, la chaise. Mais on finit tous par passer au prochain échelon de monotonie, le travail. Je me demande si l'examen oral ne se transforme pas en un discours ennuyeux ou une présentation PowerPoint. Les classes interminables se mutent-elles en réunions à n'en plus finir? Plusieurs voient les réunions comme une excuse pour s'asseoir. Quand on s'assoit trop longtemps, le corps entre dans un état de dormance. Dans une entreprise que je dirigeais auparavant, on a remarqué que les réunions ne cessaient de s'allonger. Alors on a réglé le problème en instaurant des réunions debout. Lorsque j'étudiais les émotions ressenties en milieu de travail, j'ai trouvé que le sentiment le plus souvent caché, c'est la colère. Et le deuxième, l'ennui. Ça veut dire que des gens issus de toute profession masquent leur ennui. Ils n'osent pas le montrer, ils le cachent à tout prix durant les réunions en faisant de la paperasse et des tâches répétitives. Mais au fond, l'ennui est bien répandu. Comment peut-on quantifier l'ennui? Ce serait bon à savoir. Assurément, l'ennui présente des avantages. On serait encore à l'âge préhistorique si on ne s'ennuyait jamais. Mais comment mesurer l'ennui? Il n'y a pas d'ennui-maître, même si ce serait peut-être utile. Ceux qui s'ennuient rapportent souvent qu'il existe plusieurs niveaux d'ennui. Parfois, l'ennui est léger, tantôt il est prononcé. On parle même d'ennui extrême à l'occasion. Le but de l'expérience, c'est d'observer les niveaux très élevés d'ennui. Et l'on compare l'ennui modéré à l'ennui extrême. Ce qui est clair, c'est que l'ennui semble évoluer par étapes. Le premier niveau, c'est la déformation du temps. Alors que l'ennui se fait ressentir, le temps semble ralentir. Le deuxième, le désintéressement. La personne qui s'ennuie se désintéresse de ce qui l'entoure. Le troisième, la fréquence cardiaque augmente. Des études ont démontré qu'une légère augmentation de la fréquence cardiaque qui survient quand quelqu'un s'ennuie signale que l'expérience est possiblement stressante. Le stress. Après une certaine période d'ennui, l'hormone du stress, le cortisol, envahit le système. Au niveau 5, on tente de fuir la situation. La personne qui s'ennuie pourrait tenter d'échapper à la situation lassante en s'agitant, en fantasmant ou en rêvassant. Le recours au jeu. La personne qui s'ennuie tentera de jouer dans l'espoir de créer de l'excitation. Puis, on bâille. Même si on ne sait pas exactement pourquoi on bâille, les bâillements, lorsqu'on s'ennuie, pourraient aider la personne à être plus alerte. Mais avec le temps,
L'une des conséquences d'un haut taux d'hormones du stress, c'est la rage. Certaines personnes qui s'ennuient peuvent devenir plus agressives, mais ça dépend du contexte. S'il y a d'autres sources de stimulation pour ceux qui s'ennuient et qu'ils ont l'impression d'accomplir quelque chose d'important, les comportements agressifs issus de l'ennui peuvent ne pas se produire. Le dernier palier de l'ennui, celui de la personne qui s'ennuie à l'extrême, mènerait à un état d'inertie et donc de résignation ou de dépression. On sait qu'il y a une forte corrélation entre la dépression et l'ennui. Ce qu'on ignore de toutes les corrélations, c'est le lien de causalité. On ne sait pas si l'ennui mène à la dépression ou si c'est la dépression qui mène à l'ennui. Quoi qu'il en soit, l'ennui chronique peut devenir un état de tristesse et d'isolement. Une autre façon de préciser l'ennui, c'est d'analyser son contraire, ce que les psychologues appellent l'intérêt. Les chercheurs examinent de près ce qui retient l'attention des gens, à quel moment et pourquoi. L'intérêt est suscité sous quelques conditions, par exemple quand on voit des lumières qui clignotent ou des choses inattendues. Même la géographie respecte les lois de l'ennui. La plupart d'entre nous trouvent les champs et les prairies plutôt insipides. Les montagnes sont plus intrigantes. Le cerveau lui-même rejette ce qui est plat et répétitif. Ce qui l'attire, c'est l'exceptionnel. Quand on regarde une surface, les neurones qui défilent sont ceux qui captent les différents reliefs. Aucun neurone ne s'attarde à une surface ou à un élément qui ne varie jamais. Quand on observe les mouvements oculaires de l'humain et qu'on les répertorie, on remarque qu'ils s'attardent au contraste. L'œil cherche toujours les points. Il ne s'intéresse pas à la surface, mais aux bordures. Un projet exceptionnel en Hollande démontre l'étrange pouvoir de l'ennui. Il a donné lieu au désir de voir une montagne poindre là où il n'y en a jamais eu. 50% du territoire hollandais est sous le niveau de la mer. On n'a pas de montagne. Le ski alpin n'existe pas en Hollande parce qu'on n'a pas de montagne. Pour rigoler, Tej Zonneveld, un journaliste néerlandais, a écrit dans un journal que la Hollande, dont la butte la plus haute dépasse légèrement les 90 mètres, devrait construire une montagne. Étonnamment, le pays l'a pris au sérieux. En quelques semaines, certains architectes ont pensé à une façon de procéder, soit de créer une structure vide, une sorte d'édifice, et la notion était bien accueillie. Plus d'une centaine de compagnies veulent maintenant participer à la construction de cette montagne intelligente. Puisque la montagne constitue un projet immobilier commercial d'envergure, les Néerlandais commencent à y prendre goût. C'est un projet massif, inusité et carrément fou. Mais il se concrétise. C'est important de pouvoir rêver. Si Mohamed ne va pas vers la montagne, on fera venir la montagne vers nous. On pourrait dire que l'ennui est à l'opposé de l'excitation, de la curiosité et de l'imagination. Ce qu'il faut retenir, c'est que fondamentalement, on a besoin de solliciter nos sens. Évidemment, la stimulation visuelle est importante, mais nous nécessitons d'autres sources de stimulation aussi. L'essentiel, c'est de se sentir interpellé et de se sentir utile. La pathologie de l'ennui peut être envahissante. Je crois qu'elle bouleverse les gens et selon moi, c'est une source de dépression. J'ai l'impression que les gens fonctionnent mal dans des routines et des environnements ennuyeux. À mon avis, on s'épanouit en recherchant de nouvelles expériences. Peut-être qu'on sous-estime notre besoin et le pouvoir de la stimulation. Quand on couvre les yeux des chatons durant leurs 6 premières semaines de vie, ils peuvent perdre la vue à vie. L'une des punitions les plus terribles que l'on puisse imaginer, c'est de placer quelqu'un en isolement. Les recherches suggèrent désormais qu'une telle sanction peut même endommager le cerveau. Si on se lève tous les jours à la même heure et qu'on voyage toujours en métro ou en voiture pour aller au travail, puis qu'on se fait payer et qu'on rentre chez soi, l'ennui devient insupportable. Des villes comme Reno et Las Vegas existent justement parce qu'elles sont excitantes. C'est une échappatoire à l'ennui. L'Amérique du Nord est souvent dépeinte comme l'endroit le plus excitant du monde. Mais la domination suprême de l'automobile et des autoroutes
ainsi que le manque de contacts sociaux qui en résultent, font de l'Amérique du Nord l'un des lieux les plus ennuyeux de la planète. Les gens en Amérique du Nord s'ennuient parce qu'on leur demande de faire des activités fondamentalement ennuyeuses. Le rôle typique de serveuse, de préposé ou d'assistant a été si décomposé que la personne ne voit que son petit apport. Elle n'a même pas l'occasion de voir le résultat. Soudain, sans mon téléphone, j'ai découvert un autre monde. Un univers sans Internet, où l'on travaille nuit et jour à répéter les mêmes tâches sans pouvoir texter, envoyer de courriels ou aller sur Facebook. D'une certaine façon, on pourrait décrire l'économie actuelle comme une pyramide d'ennui. Ceux qui sont au sommet ont le temps et l'argent pour se divertir et s'amuser selon leurs désirs. Ceux du milieu arrivent à se divertir, mais pas trop. Et un groupe majoritaire et possiblement en croissance travaille de plus en plus fort et longtemps pour survivre tout en ayant de moins en moins d'argent, de temps et de loisirs. D'ailleurs, un mouvement d'opposition planétaire a vu le jour pour contrer la tendance selon laquelle la plupart des gens travaillent de plus en plus d'heures dans des contextes plus pénibles alors qu'une minorité s'enrichit. Serait-ce en fait un mouvement contre l'ennui? L'inégalité économique génère l'ennui parce que le prolétariat en croissance est condamné à des emplois abrutissants et répétitifs. Certains se sentent si anéantis psychologiquement qu'ils se soumettent à des emplois ennuyeux dans des McDonald's et des usines. Notre existence est devenue si aseptisée que 99% de nos activités sont exemptes de passion. Alors les gens se tournent vers la drogue et les relations farfelues. Mon inquiétude la plus importante, et j'en ai été victime en tant que militant, c'est que la police se sert de l'ennui comme une arme. Ils nous enferment dans une cellule pendant une journée ou deux, et quand on se retrouve confiné à une boîte de 3 mètres carrés sans rien avoir à faire, l'ennui ronge comme un cancer. La prison, c'est une condamnation à l'ennui. Nous nous sommes greffés à un groupe de manifestants à Londres alors qu'ils occupaient l'immeuble d'une banque située en face d'une autre grande banque. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe d'individus, que je ne peux évidemment pas nommer, a ouvert une fenêtre et pénétré dans l'immeuble. C'est presque comique parce que avant c'était une institution financière et aujourd'hui on l'a renommée la banque d'idées. La banque d'idées a déjà produit une idée bien puissante. À cause du secteur financier et de l'incroyable fossé d'inégalité qui s'est creusé, les crimes issus de la contrariété du peuple sont à la hausse de nos jours. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'a aucune préoccupation d'argent. Le système dans lequel on vit a tué la passion dans tout ce que l'on entreprend. On vous menace avec beaucoup de paperasse, pas vrai? C'est la bureaucratie de la vie. La vie se bureaucratise de plus en plus. Ici même, certains indignés de ce campement seront traduits en cours et ça créera des milliers de pages de paperasse. À travers le monde, des milliers d'indignés seront bientôt arrêtés, générant ainsi une quantité énorme de rapports et des condamnations à des journées ou des semaines d'ennui. J'ai rêvé que j'avais mon téléphone sur moi et qu'il vibrait. J'essayais de mettre la main dessus, puis je me suis réveillé et je ne l'avais pas. Je sympathise avec vous parce que j'ai perdu mon iPhone aussi. C'était comme si je perdais quelqu'un de ma famille. J'ai fini par me rendre à l'évidence que j'en étais accro. Si j'avais eu un téléphone intelligent, j'aurais pu chercher une façon de gérer ma dépendance au téléphone intelligent, mais hélas. Durant les années 70, une étude a démontré que les rats enfermés dans un petit enclos finissaient tous par devenir accros à un égouttement d'héroïne. On en a conclu que presque tout le monde était à risque de devenir toxicomane. Durant les années 80, le psychologue canadien Bruce Alexander s'est demandé si la croyance était erronée. La dépendance des rats aurait-elle un lien avec la boîte si petite et maussade à laquelle ils étaient confinés? Il a créé un parc à rats, un paradis pour les rats, composé de roues et d'autres sources de plaisir à rats. Dans ce cas, dans le parc à rats, très peu de rats sont devenus accros à l'héroïne.
Le parc ARA a été perçu comme une preuve que la dépendance n'est pas une maladie, mais un environnement. Je l'ai dit assez ouvertement à mes élèves que ce que les gens tentent d'apaiser en consommant de la drogue, c'est l'ennui. Je crois que l'ennui, c'est mon plus grand ennemi. Je tente toujours de combler ces moments-là parce que quand je sens que je m'ennuie, j'ai envie de consommer. 90% des gens ici ont la même vision d'ennui. Que feront-ils à la maison s'ils s'ennuient? C'est là que le cerveau se met à penser. Avant, quand tu t'ennuyais, tu avalais un comprimé. Tu fumais du cristal meth ou t'allais dans un bar pour te saouler. Je crois que la majorité des personnes ici, qu'elles le veuillent ou non, se sentent menacées par l'ennui. J'ignore pourquoi je m'ennuie autant. Le garçon m'ennuie, tout m'ennuie. C'est mon grand problème. Je suis à la recherche d'excitation et d'action. Je veux vivre. Quand je ne vis pas, je me sens déprimée. J'ai essayé toutes les drogues qui existent, j'ai goûté à tout et j'ai tout aimé. Je me suis rendu compte que quand je consommais, je ne m'ennuyais pas, surtout avec les amphétamines. Quand j'en prenais, tout me faisait plaisir. Je pouvais dessiner pendant 12 heures. Quand on consomme, on ne mange plus et on ne dort pas. Parfois, on plonge dans un état de panique. On peut même entendre des choses qui ne sont pas là, on devient paranoïaque. Je me souviens d'une fête à laquelle je suis allé avec un ami. Ce n'était pas une bonne idée d'y aller, j'en étais conscient, mais j'y suis quand même allé. Dès mon arrivée, il y avait un gars qui exhibait fièrement son fusil. Instinctivement, j'ai saisi le fusil pour l'obliger à le baisser. Il avait consommé de la cocaïne et de l'alcool. Il m'a tiré dessus. À 2 reprises. J'ai été touché au torse et au bras. J'avais envie d'appeler ma mère pour lui dire que je l'aimais et que j'étais désolé de la quitter. Depuis cette expérience, ma dépendance s'est aggravée. Avant, c'était seulement pour y goûter, mais durant les 3 dernières années, ma consommation a pris 10 fois plus d'ampleur. Dès que j'ai arrêté de consommer, j'ai fait une dépression. Je trouvais que ma vie n'en valait pas la peine. Quand j'ai recommencé à me droguer, tout est revenu à la normale. Je dansais et je consommais, la vie était belle. Mais il y a des conséquences, pas vrai? Quand on consomme, on ne voit pas ses enfants. On finit par tout perdre. J'en ai conclu qu'il fallait que j'aille en désintox et que ça pressait. Sinon, j'allais mourir. Si je m'ennuie, je risque de consommer à nouveau, peut-être d'autres sortes de drogues. Parfois, je regarde autour de moi et je me dis, c'est vraiment tout ce qu'il y a? Traditionnelle soit bien répertoriée, une nouvelle forme de dépendance a vu le jour et elle est si banale et invasive qu'elle passe parfois inaperçue. La dépendance aux écrans. Je crois que nous vivons dans une nouvelle ère. Nous appartenons à la culture, disons, de l'écran. Cette nouvelle culture est axée sur les téléphones cellulaires ainsi que les télévisions qui, même dans la chambre, sont interactives. Et bien entendu, il y a les ordinateurs portables et de bureau. Nos vies actuelles gravitent autour d'écrans. Nos horaires sont calculés en fonction du temps qu'on passe derrière l'écran et on interagit même avec des écrans quand on se balade. Comment ça se fait qu'un monde en 2 dimensions arrive à nous sembler plus stimulant que le monde en 3 dimensions qui appelle aux 5 sens? Pourquoi les enfants ne vont-ils pas grimper dans les arbres ou profiter du sable qui passe entre leurs orteils à la plage? Pourquoi ne pas rechercher la sensation du gazon sous les pieds, du soleil qui caresse le visage ou le bonheur d'un câlin? Pourquoi préfèrent-ils s'asseoir devant un écran? Dans les faits, l'écran attire l'attention, puis il la fragmente. Ça nous garde constamment occupés et préoccupés. Quand on va au restaurant avec notre bien-aimé, on se retrouve souvent en présence d'un écran en arrière-plan. L'autre se laisse distraire et on a envie de dire « Coucou, je suis là ». Quand on a une télévision derrière la tête, on méprise l'échange social sur lequel notre société est fondée. On est constamment sollicité. On veut toujours voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant qui se passe ailleurs. Quelque chose qui nous stimulera, qui soulagera l'ennui du moment présent. Tout est en 3D de nos jours. C'est un très bon exemple de cette escalade de l'ennui. On s'est lassé du 2D. Les films en 2D sont ennuyeux, plus personne ne s'y intéresse. On passe au 3D. Mais on va s'en lasser aussi, alors à quand le 4D? Selon des neuroscientifiques, les écrans prennent certaines parties de notre cerveau en otage pour nous dire que quelque chose d'inusité et d'excitant se produit. Cet affichage constant de primeurs donne l'impression que la réalité est fade, lente et monotone.
Mais ce n'est qu'une illusion créée par le cerveau. Tout en nous nourrissant de divertissement, les écrans pourraient constamment stimuler notre appétit. Mais la réalité physique, quant à elle, est tout autre. La télévision et la majorité de la technologie qui sert à combattre l'ennui offrent une stimulation neuronale limitée dans le cerveau parce que l'expérience est passive. Même si les canaux spécialisés se multiplient à toute allure, on se plaît à dire qu'il n'y a jamais rien à regarder. Ces écrans pourraient carrément duper le cerveau, nous faire croire que quelque chose d'excitant se passe et que l'activité nous tient occupés. Je crois que notre façon de penser change presque de la même manière que les changements climatiques. Je l'appelle le changement idéologique. Dans les deux cas, soit les changements climatiques et le changement idéologique, on constate des phénomènes inédits, propres au XXIe siècle. Plus on a d'objets pour se divertir, plus on les tient pour acquis. Donc, plus on en a et plus on s'ennuie. Par conséquent, plus on s'ennuie, plus on devient insatisfait et ainsi de suite. Ce que je m'apprête à dire, vous allez peut-être devoir le couper au montage, mais pensons tout simplement aux hommes et à la pornographie sur Internet, et aux femmes qui font la même chose. On construit un fantasme extraordinaire, mais si on prend un peu de recul et qu'on prend la scène pour ce qu'elle est, on ne voit qu'un homme devant un écran avec ses pantalons baissés. C'est tout. Je me suis dit que le moment était peut-être venu d'affronter cet ennui moderne une fois pour toutes. Et je savais exactement où le faire. L'intérêt du grand public pour ce colloque sur l'ennui est plutôt surprenant. L'événement a été vendu à guichet fermé presque immédiatement. On a eu 400 participants dès le départ. Je crois que ça a retenu l'attention du public parce que les formes de divertissement de l'époque actuelle sont ancrées dans le paraître. Il y a trop de flafla, c'est trop clinquant, trop décoré. Je crois que les gens sont curieux de voir un spectacle qui réussit justement à éviter tout ce tape à l'œil. Ici, on couvre seulement des sujets banals et ordinaires qu'on retrouve au quotidien. Nous voici au colloque sur l'ennui. C'est l'édition 2011 du colloque sur l'ennui. Ici, on traite du quotidien et de tout ce qu'il nous réserve d'ennuyeux. James Ward, un designer graphique de Londres, est l'instigateur du colloque sur l'ennui. C'est un congrès dans lequel des gens passionnés traitent de sujets parfaitement ennuyeux, tels que les guichets bancaires, les codes barres, les sèche-mains, des problèmes mathématiques du secondaire et l'art du papotage. How to instantly transform a boring conversation into an exciting one. Les gens auraient dû bâiller d'ennui, mais quelque chose s'est passé. En plus d'être fasciné, le public participait activement. Là, dans la foule, alors que nous écoutions des sons de machines distributrices, j'ai compris. Si une distributrice peut être intéressante, tout peut l'être. De toute évidence, la leçon à tirer du colloque sur l'ennui, c'est que les sujets dits ennuyeux peuvent être intéressants et que les choses dites intéressantes peuvent souvent être ennuyeuses. Peut-être que le Piccadilly Circus à Londres ou que Times Square à New York illustrent parfaitement le dilemme moderne de l'ennui. Alors que les sources de divertissement se multiplient et qu'on a l'impression que l'action s'accroît, une analyse attentive révèle un autre scénario. En gros, il n'y a rien qui se passe ici. Les gens se promènent, il y a un homme qui fait un spectacle, alors il y a une foule qui l'entoure. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les gens viennent de partout. Ils viennent ici juste pour voir les lumières. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a rien à faire. C'est ennuyeux, oui. On s'ennuie tellement ici que les gens se rassemblent pour regarder un homme qui est debout sans rien faire. En cherchant l'aventure, une raison d'être et du plaisir. Mais le plus souvent, on se retrouve dans des situations d'ennui imposées, à l'école, au travail et même quand on joue. L'économie sans doute injuste oblige la plupart d'entre nous à mener une vie sans issue
remplie de lourdeur et de découragement masqué. La société dite avancée cache son ennui en multipliant les écrans et le divertissement passif. On croit qu'on peut éliminer l'ennui avec des engins intelligents qui offrent un passe-temps n'importe où. Notre appétit pour une interaction sédentaire continue ne cesse d'augmenter. Par conséquent, la réalité dans laquelle on vit semble banale. Mais les forces de l'ennui convergent davantage dans un milieu où la monotonie et la répétition sont obligatoires, la politique. Ici, l'effort d'éteindre le cervelet des sujets passifs donne des résultats non voulus. Les gens doivent rester immobiles durant de longues heures en écoutant des propos entendus à maintes reprises. Certains politiciens sont même dangereux pour eux-mêmes. Ils se mettent KO tout seuls. L'ennui semble contagieux. I think everybody understands that Canada is a sovereign country. Around the country all the time. Meeting people and meeting. Il présente même des dangers. That doesn't innovate stagnates. Results show a little something. Même les comptes rendus politiques donnent sommeil. Live in DC with the update on all of this. Doug, good morning. Good to see you. I guess 6-3-1, pretty much the way it breaks down, eh? Maybe. Hello, Doug. Hi, Doug. I guess not. Thanks for joining us, Mr. Speaker. Et quand on ferme les yeux, c'est dur de se réveiller. Mr. Speaker. Dans ce monde où l'on s'ennuie. Mr. Speaker. And let's get right to it. Ohio is hurting. Ohioans want jobs. They want the economy to turn around. If elected... Okay, we'll continue with Howard. L'une des plus grandes trouvailles en sciences de l'ennui semble avoir pris naissance lors d'un accident de la route en Australie. Quand j'avais 19 ans, mon frère a été victime d'un grave accident de moto. Quand il s'est remis de ses blessures, il a parlé d'ennui. Qu'est-ce qui l'ennuyait? Absolument tout. Les chercheurs ont démontré que ceux qui subissent des blessures aux lobes frontaux s'ennuient facilement dans des contextes qui ne les lassaient pas auparavant. On nomme cette condition, celle de se blaser rapidement, la forte disposition à l'ennui. On la retrouve aussi chez ceux qui n'ont jamais subi de blessure à la tête. D'ailleurs, une nouvelle étude publiée par la New York New School prétend que presque tout le monde est susceptible à l'ennui dans des situations ennuyeuses. On dit que ceux qui, comme moi, ont une disposition marquée à l'ennui seraient nombreux et peuvent développer des affections comme le trouble de l'attention. Ceux qui souffrent du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité s'ennuient facilement et ça affecte leur comportement. Ils ne respectent pas les consignes parce qu'ils ne sont pas assez actifs. Quand on leur donne des doses appropriées de stimulants, ils n'ont plus besoin de désobéir. Les enfants atteints de TDAH ne le sont pas vraiment quand ils sont réellement intéressés. Ceux qui ont une forte tendance à s'ennuyer connaissent souvent le même sort. Ils recherchent des sensations fortes et ont un goût du risque. Je ne l'ai pas encore prouvé, mais mon hypothèse, c'est que leur seuil de tolérance pour l'excitation, le plaisir et l'intérêt est augmenté. Alors ce qui leur faisait plaisir avant n'offre plus d'intérêt. C'est fascinant, parce que c'est peut-être pour ça que quand on a une atteinte à cette région-là du cerveau, on développe des comportements plus risqués. Même si on ne peut pas parler de véritables dommages au cerveau, ceux qui ont souffert d'ennui chronique pourraient connaître des conséquences semblables. À la suite d'expériences ennuyeuses prolongées, ils semblent rechercher des expériences plus intenses pour se réveiller et se sentir vivant. On a trouvé que c'est un facteur qui peut mener vers des comportements plus risqués. Les comportements plus risqués n'ont pas besoin d'être extrêmes. Par exemple, ceux qui s'ennuient de façon chronique peuvent dépenser compulsivement. On a trouvé que lorsque les gens sont sujets à l'ennui durant une période prolongée, ils ont tendance à dépenser plus d'argent sur des articles en solde, alors qu'ils n'avaient pas de telles impulsions avant. Ceux qui mènent des vies très routinières semblent multiplier leurs sorties dans les centres commerciaux. Les consommateurs qui s'ennuient sont particulièrement avantageux pour les commerçants. À mon avis, ils ont tendance à dépenser plus quand leur ennui est plus marqué.
La pire chose au monde, c'est un enfant qui s'ennuie. Et la créature la plus dangereuse de la planète, c'est un adolescent qui s'ennuie. S'ils s'ennuient en dehors de l'école, leur besoin naturel de chercher de la stimulation peut les pousser vers le vandalisme, le vagabondage, la toxicomanie et toutes sortes d'autres activités antisociales. On n'a pas encore prouvé qu'ils font cela pour créer de l'action. Mes recherches ont démontré que lorsqu'on passe des journées lassantes au travail, on a plus de chances de conduire de façon dangereuse. C'est peut-être un besoin de stimulation accrue. C'est un moyen de vivre plus d'excitation en flirtant avec le danger sur la route. C'est le goût du risque. Certains boivent à l'excès pour soulager leur ennui. Toutes les habitudes nocives semblent provenir d'un effort de soulager le stress. C'est sûr qu'il y a plus de gens qui cherchent à prendre des risques, par exemple en faisant l'amour sans se protéger et ce genre de choses. L'ennui semble être la trame de fond des activités risquées. Si c'est vrai, alors ceux qui prennent des risques devraient normalement nous dire qu'ils se sont ennuyés durant leur jeunesse. Est-ce que je m'ennuyais au secondaire? Tout à fait, c'était l'horreur. Je m'ennuyais constamment, ouais. On s'est mis à tirer des choses avec ma voiture. On s'installait sur des canapés et des tables, on se faisait tirer sur tout ce qu'on trouvait. On a été les premiers à nommer ça le couchsurfing. C'est clair que je m'ennuyais terriblement à l'école. Le but révolutionnaire de l'ennui, c'est qu'il indique que l'environnement dans lequel on se trouve ne nous convient plus. J'ai dû quitter ma famille et tout ce qui me rassurait. Je leur ai dit que je m'ennuyais, mais que ce n'était pas leur faute. Alors que les autres ados restent à l'intérieur pour regarder la télé, jouer à des jeux vidéo ou se droguer, je fais quelque chose d'original, de complètement malade. Quand je monte sur scène, je lâche mon fou. Je crois que j'arrive à me surprendre moi-même. Et à mon avis, c'est précisément ce qui soulage mon ennui. L'ennui permet de voir ce qui s'offre à nous. On reçoit le signal de faire quelque chose de nouveau ou de changer d'environnement. Aller à fond la caisse, rechercher des sensations extrêmes, vivre au maximum et mourir jeune. Combien sont morts en tentant de fuir l'ennui? Si on pousse l'ennui à l'extrême, que se passe-t-il? Le vide, le néant, la mort. Des recherches en cours à la University of Limerick, en Irlande, indiquent que les humains détestent tellement l'ennui et qu'ils cherchent tant une raison d'être qu'ils sont prêts à tout pour se désennuyer. Certains d'entre nous prendront des risques, d'autres seront déprimés et d'autres encore éclateront. On n'a rien à faire et il y a une émeute tout près. Pourquoi ne pas y participer? Même si les émeutes au Royaume-Uni ont commencé parce que la police avait ouvert le feu sur un jeune noir, le mouvement s'est propagé instantanément d'un bout à l'autre du pays. Cela porte à croire que la source de motivation était plus large. En tant que journaliste, j'ai couvert plusieurs émeutes. J'ai remarqué que les médias prêtent peu d'attention à un comportement récurrent. Dans les situations les plus menaçantes, les gens s'amusent. Certains éprouvent un plaisir fou. Quand on y pense, c'est amusant. C'est une expérience tout à fait nouvelle. Elle n'a rien de normal et ne présente rien d'ennuyeux. Les policiers sont partout, les gens lancent des briques et la passion est palpable. Même si au fond, on sait très bien que c'est du vandalisme insensé. Les émeutes des temps modernes semblent avoir créé un nouveau phénomène, la violence récréative. C'est vraiment fascinant parce que sans raison, certaines personnes se sont greffées au mouvement. Ils s'ennuient et n'ont pas d'argent pour sortir et s'amuser. Ils n'ont rien à faire. Nous, on sort seulement parce que l'entrée est gratuite. On ne peut rien faire.
Sans argent, on ne peut rien faire du tout. On dirait bien que tout le monde est frustré, qu'ils aient 18, 20 ou 30 ans. Tout le monde a pris la rue dans l'unique but de lâcher son fou. Les manifestants ne sont peut-être pas les seuls à combattre. La police, qui vit et opère souvent dans une atmosphère militaire régimentaire, serait-elle, elle aussi, à la recherche d'excitation? Avouons-le, les gens qui y étaient y ont vécu une grande excitation. On les voyait sourire à pleines dents sur les photos. Certains n'avaient pas connu une telle excitation depuis des années. Ils appelaient leurs amis pour les inviter et personne ne voulait des articles qu'ils volaient. Ils prenaient n'importe quoi, comme un soulier et non la paire, toutes sortes de choses inutiles. C'était pour s'exalter. Peu importe leur raison initiale, il s'agissait de gens normaux, comme vous et moi, qui voyaient quelque chose se produire devant eux et qui ont choisi de se joindre au mouvement, à l'excitation, en lançant des pierres dans le feu. Peu importe ce qu'on croit, c'est excitant. Ces personnes ne vivaient pas toutes des vies dites monotones, mais elles s'ennuyaient, peut-être malgré tout, et cherchaient une soupape qui leur offrirait des sensations fortes. C'était pour combler une envie de danger et de risque. Les gens cherchaient tous une activité qui leur donnerait l'impression d'oser. Si on pense aux émeutes d'été en Angleterre, elles ont été idéales pour ça. Ce goût pour le risque survient-il seulement chez les gens marginaux? La civilisation entière serait-elle tentée, elle aussi? En passant, il existe peut-être un remède à l'ennui. Sur le plan scientifique, le phénomène semble localisé dans l'hémisphère gauche du cerveau, un produit de l'esprit rationnel, linéaire et pratique. Et si on l'éliminait? Cette femme, qui a perdu la moitié de son cerveau, prétend qu'elle s'ennuie rarement. Je suis tombée d'une bascule et je me suis cogné la tête. Ça a déclenché une maladie du cerveau très rare qu'on nomme l'encéphalite de Rasmussen. La seule façon de me guérir de cette maladie, c'était d'enlever la moitié de mon cerveau. Je vois des gens qui économisent pour leurs vieux jours. Ils s'inquiètent pour ci et ça. Mais moi, je vis le moment présent. Je crois que rien ne peut m'ennuyer. À mon avis, tout le monde devrait se faire enlever le côté gauche de leur cerveau. Peut-être que la perte de mon iPhone ressemble à ce que je vivrais sans le côté gauche de mon cerveau. Soudain, sans ce gadget, je m'intéressais à presque tout. Peut-être que ce n'était pas le monde qui m'ennuyait. Je suis Drab. Je suis Drab! Oui, je suis Drab. Je suis ennuyeux! Je suis ennuyeux! C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en ne regardant plus mon écran... Coucou, je suis là! J'aurais la chance de m'intéresser aux autres. Une étude récente prétend que ceux qui s'ennuient doivent éventuellement trouver une solution au problème, que ce soit de nature négative ou positive. En gros, le choix nous revient. Comme l'instigateur d'une réforme scolaire, John Gatto a dit « Si on cesse d'ennuyer nos élèves, on découvrira peut-être que le génie est aussi commun que la poussière. » Vous commencez à m'ennuyer. Le moment est venu d'entendre parler de Lindsay Lohan. N'importe quelle nouvelle insignifiante à son sujet nous soulagera. J'imagine que c'est là que ça se termine. L'Institut de l'ennui n'existe pas vraiment, mais il serait peut-être utile. Et même si la science de l'ennui en est à ses débuts, elle est bien partie. Le monde dans lequel on vit déborde d'excitation, mais nous sommes plusieurs à vivre comme des automates. La richesse abonde dans notre société, mais nous sommes nombreux à travailler comme des esclaves et à jouir de peu de temps auprès de notre famille et de nos amis. Nous sommes nombreux à vivre dans l'isolement et la solitude, même si on voit des gens partout. Notre obsession de l'argent nous empêche de voir vers où on se dirige. Au sens figuré, nous sommes comme des somnambules qui avancent vers le désastre. Il semblerait qu'en tant que civilisation, nos problèmes commencent à faire boule de neige. Survivrons-nous malgré notre culte de l'horloge?
On dirait bien que notre temps commence à s'écouler. Et voilà notre réaction. Eh oui, notre ennui risque de nous tuer. Bien que mes connaissances soient limitées, j'ai trouvé une solution à l'ennui. Et elle est toute simple. Levons-nous. Et sortons dehors. C'est tout. Nous vivons sur la planète la plus fertile de l'univers. À ce qu'on sache, elle est la seule où il y a de la vie. Nous avions une chance sur quelques milliards d'exister. Le monde n'a rien d'ennuyeux. Levez-vous et laissez les enfants jouer et laissez les adultes jouer aussi. Peut-être découvrirons-nous alors que nous nous sommes enfin réveillés.